Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder notre cours concernant l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Et les objectifs assignés à ce cours seront de définir les 5 entités nosologiques de l'hypertension artérielle durant la grossesse, de rechercher les conséquences cardiovasculaires maternelle de l'hypertension artérielle, de rechercher ensuite les conséquences cardiovasculaires fœtales et néonatales de l'hypertension artérielle et enfin de proposer un traitement de l'hypertension artérielle durant la grossesse. Et nous adopterons le plan suivant après une introduction. Dans le premier chapitre, nous procéderons à la définition et à la classification de l'hypertension artérielle durant la grossesse. Le second chapitre sera consacré aux conséquences cardiovasculaires et nous terminerons par la prise en charge avant de conclure. L'étude de l'hypertension artérielle durant la grossesse revêt un quadruple intérêt. D'abord, au plan de vue épidémiologique. Donc, l'hypertension artérielle concerne 5% des grossesses et il existe 5 entités nosologiques que nous allons décliner ensemble. Et le troisième intérêt, il est pronostic. Le pronostic de la mère peut être engagé ainsi que celui du fœtus et surtout, la principale évolution que l'on doit craindre, c'est l'éclampsie. Le dernier intérêt, il est thérapeutique. Il existe des médicaments spécifiques pour la grossesse, mais parfois la seule alternative reste l'évacuation utérine. Nous allons donc débuter par la définition. L'hypertension artérielle étant une élévation permanente des chiffres de pression artérielle supérieure ou égale à 140 mm de mercure pour la systolique et ou 90 mm de mercure pour la diastolique. Donc une élévation confirmée par 2 mesures par consultation au cours de 2 consultations successives. La spécificité de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, c'est qu'il existe 2 types. On distingue donc les hypertensions artérielles légères, lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 140 et 159, et où la diastolique entre 90 et 109 mm de mercure, et les hypertensions artérielles sévères, lorsque la pression artérielle systolique atteint ou dépasse 160 mm de mercure et où la diastolique 110 mm de mercure. Donc, on distingue les hypertensions artérielles légères des hypertensions artérielles sévères, ce qui diffère de la classification générale. Et pour mieux comprendre un peu le problème de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, nous allons procéder à des rappels. Et donc, ces rappels vont concerner la physiologie de la grossesse. Donc, au cours de la grossesse normale, on assiste à des modifications hémodynamiques dont le but est d'assurer au mieux la vascularisation de l'unité utéro-placentaire. Donc, on observe une expansion du volume plasmatique et une modification des artères utéro-placentaires. Et donc, il y a une invasion trophoblastique des artères utérines et une augmentation du débit placentaire. On observe également une modification donc, de la synthèse de différentes substances, notamment la prostaglandine, qui est responsable d'une vasodilatation. Donc, de manière physiologique, la pression artérielle doit être normale ou basse pendant la grossesse. Et surtout, la chute physiologique de la pression artérielle survient au 2e trimestre. Donc, l'activation de nombreux systèmes donc, biologiques aboutissent à ces modifications qui normalement conduisent à une baisse de la pression artérielle. Et lorsque, pour certaines raisons, telles que la compression donc, des artères par l'utérus gravidique, donc des causes mécaniques, ou si la patiente avait une maladie vasculaire préexistante même, ou pour des raisons immunologiques, parce que on se rappelle que c'est quand même un corps étranger, le fœtus, ou parce que pour une cause génétique, parce que la malade avait une maladie thrombophilique. Donc, on aboutit à une ischémie placentaire. Et cette ischémie placentaire-là va avoir plusieurs conséquences. Donc, d'abord, l'augmentation de la sensibilité aux hormones
vasopressifs. Donc, il existe des hormones responsables de la vasoconstriction et certaines hormones responsables de la vasodilatation. Et il se trouve que pendant la grossesse, à cause de l'ischémie placentaire liée aux 4 causes qu'on vient de voir, on aboutit à une dysfonction endothéliale qui augmente la sensibilité aux hormones vasopressives avec donc une vasoconstriction, une diminution de la sensibilité aux agents vasodilatateurs tels que le monoxyde d'azote et une activation de l'hémostase. Et donc, ces modifications vont aboutir à une dysfonction endothéliale. Donc, les différentes causes mécaniques, pathologies vasculaires préexistantes, causes immunologiques, causes génétiques, aboutissent à l'ischémie placentaire qui donne la dysfonction endothéliale avec apparition d'une hypertension artérielle, d'une coagulation intravasculaire disséminée qui va être responsable donc de l'apparition des accidents rénal, accident cérébral et accident hépatique possiblement visibles durant la grossesse chez une patiente hypertendue. Donc, nous allons à présent aborder le volet clinique par la mesure de la pression artérielle pendant la grossesse. Elle doit se faire soit en position assise ou en position couchée en décubitus latéral gauche, en raison donc du syndrome hypotensif du décubitus dorsal et du risque de compression de la veine cave par l'utérus gravide. Donc, assise ou couchée en décubitus latéral gauche, et il faut toujours utiliser un brassard adapté. L'auscultation manuelle est encore validée et les tensiomètres électroniques peuvent être utilisés. Et il faut que la patiente soit au repos depuis au moins 10 minutes et à distance de l'examen gynécologique. Donc, à l'issue de la mesure de la pression artérielle, nous pourrons catégoriser donc l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Et c'est un de vos objectifs. Donc, il faut savoir qu'il y a 5 entités nosologiques qui vont découler de la catégorisation de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. D'abord, l'hypertension artérielle chronique. C'est une hypertension artérielle qui est présente avant la grossesse. Et donc, elle peut parfois être méconnue. Donc, elle est diagnostiquée avant la 20e semaine d'aménorrhée. Et c'est une hypertension artérielle qui ne présente pas de protéines. Donc, une hypertension artérielle diagnostiquée pendant la grossesse qui ne disparaît pas en postpartum après 6 semaines est à considérer ultérieurement comme une hypertension artérielle chronique. Donc, hypertension artérielle chronique, elle peut être connue ou inconnue, mais elle est diagnostiquée avant la 20e semaine et la patiente n'a pas de protéinurie. La deuxième entité nosologique, c'est l'hypertension artérielle gravidique. Elle est diagnostiquée pour la première fois après 20 semaines d'aménorrhée chez une patiente qui était jusqu'alors normotendue et qui n'a pas de protéinurie. Donc, c'est une hypertension artérielle gravidique. Et cette hypertension artérielle disparaît après 6 semaines de postpartum. Première entité, l'hypertension artérielle chronique. Deuxième entité, l'hypertension artérielle gravidique. La troisième entité, c'est la prééclampsie. Donc, il s'agit d'une hypertension artérielle gravidique, donc, qui est survenue après 20 semaines, qui est associée à une protéinurie. Et donc, c'est une maladie spécifique de la grossesse. Hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie, c'est la prééclampsie. La prééclampsie surajoutée. Il s'agit d'une hypertension artérielle chronique associée à une protéinurie positive. Donc, une protéinurie est considérée comme positive lorsqu'elle est supérieure à 1 g par litre à la bandelette urinaire ou supérieure à 0,3 g sur les urines de 24 heures. Et après, on a l'hypertension artérielle non classifiée. La gestante, donc, a son premier contact après la 20e semaine d'aménorrhée. Et donc, la réévaluation sera faite ultérieurement après 6 semaines en postpartum. Donc, je récapitule. On a 5 entités nosologiques en tenant compte du statut prégravidique et en tenant compte de la présence ou non d'une protéinurie. Lorsque la pression artérielle était normale en prégravidique et que on constate une hypertension artérielle après 20 semaines, c'est une hypertension artérielle qui est gravidique. Elle est gravidique parce qu'il n'y a pas de protéinurie. Mais lorsqu'il y a une protéinurie associée,
Ça s'appelle maintenant une prééclampsie. Cette hypertension artérielle gravidique s'appelle une prééclampsie. Lorsque la pression artérielle était élevée avant la période gravide ou a été découverte avant la 20e semaine d'aménorrhée, il s'agit donc d'une hypertension artérielle chronique. Et lorsque cette hypertension artérielle chronique a en plus une protéinurie, il s'agit donc d'une prééclampsie surajoutée. Lorsque le premier contact de la gestante se fait après 20 semaines, il s'agit donc d'une hypertension artérielle non classifiée. Donc, avant 20 semaines et qui persiste 6 semaines après, il s'agit d'une hypertension artérielle chronique. Lorsque pendant la grossesse, il y a une protéinurie, il s'agit d'une prééclampsie surajoutée. Lorsque l'hypertension artérielle apparaît après 20 semaines et va disparaître après 6 semaines postpartum, il s'agit donc d'une HTA gravidique. S'il y avait une protéinurie, c'est une prééclampsie. Et on a donc l'hypertension artérielle non classifiée et qu'on pourra classifier après les 6 semaines postpartum. Voilà. Donc, vous avez donc vos 5 entités nosologiques. Donc, une fois que la mesure de la pression artérielle est effectuée et que la patiente a une des 5 entités, il faut donc procéder à des examens paracliniques. Et les examens paracliniques spécifiques pour la gestante incluent, en plus de la numération formule sanguine, de la créatininémie qui est demandée systématiquement chez tous les hypertendus et du ionogramme sanguin. En plus, il faut doser les transaminases et procéder à un dosage de l'acide urique dans le sang. Donc, dans le sang, en plus, il faut doser les transaminases et l'acide urique. Dans les urines, c'est surtout la protéinurie. La protéinurie qui peut être dosée à l'aide de bandelettes réactives et si le dosage à la bandelette est positif, il faut pouvoir faire une protéinurie des 24 heures. Et donc, le seuil de significativité, c'est la présence de 2 croix ou 3 croix ou concernant la protéinurie des 24 heures lorsqu'elle est supérieure à 30 mg par 24 heures. Donc, spécificité, dosage à la bandelette, puis protéinurie de 24 heures. Et en plus, il faut procéder à une imagerie qui va comporter donc l'échographie obstétricale, donc qui va permettre de calculer le score de Manning, couplé au Doppler des artères utérines et ombilicales. Donc, vous vous rappelez qu'on avait parlé d'ischémie placentaire et donc il faut coupler cette demande d'échographie à la réalisation d'un Doppler des artères utérines et ombilicales. Et demander également une échographie rénale si la créatininémie est élevée et la protéinurie est présente. Donc, pour récapituler, les examens paracliniques pendant la grossesse chez une femme hypertendue incluent donc la numération formule sanguine, la créatininémie, le dosage des transaminases, le ionogramme sanguin, l'acide urique et dans les urines, une protéinurie et au niveau de l'imagerie, un Doppler des artères utérines et ombilicales. Et donc, une fois que ces examens sont réalisés, il faut pouvoir tirer des conclusions, rechercher, donc ces examens sont réalisés dans l'optique de rechercher la présence d'éventuelles complications, donc la complication la plus redoutable étant l'éclampsie, le HELLP syndrome, mais on va le voir tout à l'heure. Donc, complications maternelles, il peut y avoir la poussée hypertensive. Donc, la poussée hypertensive, dès que la pression artérielle devient supérieure ou égale à 160 mm de mercure pour la systolique et ou pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110. Donc, on estime que c'est une poussée hypertensive et la patiente doit donc être hospitalisée. La prééclampsie ou toxémie gravidique, l'éclampsie, l'hématome rétroplacentaire, le HELLP syndrome et la coagulation intravasculaire disséminée. Donc, on va voir en détail donc la prééclampsie ou toxémie
gravidique. Donc, il s'agit d'une hypertension artérielle supérieure ou égale à 160 sur 110 mm de mercure, avec présence d'une protéinurie supérieure à 3 croix à la bandelette, ou plus de 1,5 g par 24 heures, avec une oligurie, moins de 300 ml par 24 heures, qui est donc le reflet de l'hypovolémie, donc ischémie placentaire, plus ou moins associée à une douleur en barre épigastrique, des phosphènes, des acouphènes et des œdèmes généralisés. Donc la prééclampsie, normalement, annonce une éclampsie et donc cette patiente doit être surveillée. Et il existe des facteurs prédictifs de la prééclampsie, donc il faut en tenir compte chez une patiente qui est porteuse d'une hypertension artérielle pendant sa grossesse. Les patientes considérées comme à risque élevé de prééclampsie sont celles qui ont eu des troubles hypertensifs lors d'une grossesse antérieure, qui ont une hypertension artérielle chronique, qui ont une maladie rénale chronique ou un diabète de type 1 ou de type 2, une maladie auto-immune telle que le lupus érythémateux disséminé ou le syndrome des antiphospholipides et qui ont bénéficié de thérapies de procréation assistée pendant la grossesse actuelle. Et donc, toutes ces patientes-là doivent être considérées comme à risque élevé de prééclampsie. Le risque de prééclampsie est estimé comme modéré chez les nullipares, chez les gestantes âgées de 40 ans ou plus, lorsqu'on a un intervalle de grossesse de plus de 10 ans et lorsqu'on a un index de masse corporelle de plus de 35 kg par mètre carré, lorsque la patiente a des antécédents familiaux de prééclampsie ou les grossesses multifœtales. Donc, il existe des patientes à risque modéré de prééclampsie, celles qu'on vient juste de voir, et les premières patientes étaient celles qui étaient à risque élevé de prééclampsie. Et donc, la complication qu'on redoute, c'est bien l'éclampsie, qui est un accident neurologique caractérisé par des crises convulsives qui précèdent une phase de coma. Et donc, le pronostic maternel au stade d'éclampsie est mis en jeu. Et c'est la première cause de décès maternel dans l'hypertension artérielle associée à la grossesse. La quatrième complication qu'on peut voir, c'est le HELP syndrome. Le HELP syndrome, c'est un acronyme donc, qui inclut donc l'hémolyse. Donc, l'hémolyse, c'est la destruction des globules rouges, la thrombopénie et la cytolyse hépatique avec des hormones hépatiques élevées. Donc, l'hémolyse sera diagnostiquée en procédant à un dosage de la bilirubine, donc une bilirubinémie supérieure à 12 mg par litre ou des LDH supérieurs à 600 unités internationales par litre. La thrombopénie par un dosage des plaquettes avec une valeur inférieure à 100 000 par millimètre cube. Et donc la cytolyse hépatique qui est le témoin de l'ischémie du foie avec une élévation des transaminases supérieure à 70 unités internationales par litre. Et donc, les circonstances du diagnostic du HELP syndrome sont l'apparition d'une douleur épigastrique en bas qui irradie vers le dos et qui survient par épisode. Donc, la patiente va signaler des crises nocturnes de douleur et donc apparition d'œdème et il peut y avoir des complications de ce HELP syndrome. Donc, la patiente peut avoir un trouble visuel, un décollement rétinien avec hémorragie du vitré, présence d'un hématome sous-capsulaire du foie avec hémopéritoine par rupture hépatique, une hémorragie cérébro-méningée, des accidents thromboemboliques, elle peut faire un accident vasculaire cérébral, elle peut faire une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse profonde et une insuffisance rénale aiguë. Donc, attention aux gestantes qui vont vous signaler des douleurs épigastriques en bas qui surviennent de manière paroxystique et volontiers nocturne. Il faut penser au HELP syndrome et pouvoir donc demander une numération, apprécier le taux de globules rouges, rechercher une hémolyse, apprécier la cytolyse en dosant les transaminases et la thrombopénie avec un taux de plaquettes inférieur à 100 000. Les autres complications maternelles, les autres complications, sont les complications fœtales. Donc, donc les autres complications maternelles, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est l'hématome rétroplacentaire. Donc, il s'agit d'un décollement prématuré d'un placenta normalement inséré
et donc par la formation d'un hématome, et c'est la coagulation intravasculaire disséminée qui est surtout présente en cas de HELLP syndrome et des conséquences liées au vasospasme. On peut même avoir de l'insuffisance cardiaque, de l'infarctus du myocarde. Les prochaines complications sont les complications fœtales. C'est le retard de croissance intra-utérin avec une hypotrophie fœtale. C'est également la prématurité. Donc, elle est plus souvent induite parce qu'on procède à une évacuation utérine avant terme, donc pour le sauvetage maternel ou fœtal. Et donc, les enfants sont prématurés. Il peut donc y avoir des hypotrophies sévères et parfois on a la mort fœtale in utero. Et donc, il peut y avoir aussi des complications ultérieures. Pour l'avenir, les enfants qui ont été exposés à une hypertension artérielle pendant la grossesse ne feront pas forcément d'hypertension artérielle. Donc, les effets négatifs sont liés au faible poids de naissance. Et ce faible poids de naissance est, lui, un facteur de risque de développer une hypertension artérielle élevée. Donc, tous les enfants qui ont un faible poids de naissance pour une raison ou une autre, pas forcément pour l'hypertension artérielle, peuvent développer de l'hypertension artérielle à l'âge adulte. Donc, on vient de voir les complications maternelles et les complications fœtales qui sont également un de vos objectifs. Donc, les conséquences à long terme des troubles hypertensifs pendant la grossesse, c'est que la patiente peut faire des maladies cardiovasculaires futures et elle peut passer donc à la chronicité s'il s'agissait d'une hypertension artérielle gravide ou d'une prééclampsie. Elle peut donc devenir une hypertension artérielle chronique et les grossesses ultérieures peuvent être toujours compliquées. Donc, après avoir décrit les entités nosologiques, après avoir vu les complications maternelles et fœtales, et donc les conséquences à long terme des troubles pendant la grossesse, nous allons à présent proposer une prise en charge. Donc, la prise en charge de toutes les hypertensions artérielles, c'est bien la modification du style de vie, pratique de la marche au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, et la consommation limitée de sel et parfois une supplémentation calcique si nécessaire. Donc, les moyens médicamenteux, on a l'alpha-méthyldopa, un antihypertenseur central à la dose de 250 à 1500 mg 2 fois par jour, et la dose maximale est de 3 grammes par jour. Les effets secondaires potentiels, c'est donc la survenue d'une hypotension orthostatique et puis parfois une confusion mentale. La nifedipine, la dose maximale de 120 mg par jour, qui est un inhibiteur des canaux calciques, qui peut parfois donner des céphalées, des œdèmes. Le labetalol, le Trandate, donc 100 à 400 mg par jour avec la dose maximale de 2400 mg par jour. Et donc, il peut parfois donner des céphalées ou un bronchospasme parce que c'est un bêta-bloquant. Et on peut donner également, comme un autre bêta-bloquant, de l'aténolol à la dose de 50 à 100 mg par jour, qui peut donner donc des retards de croissance. Concernant les indications, dans l'hypertension artérielle légère, chez une patiente qui était hypertendue de manière, une hypertendue chronique, donc, il faut savoir que l'organogénèse se fait à la 16e semaine. Donc, si elle était sous traitement fait d'un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone, il faut arrêter cette molécule. Donc, au cours du premier trimestre, tous les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est-à-dire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou les anti-aldostérone doivent être arrêtés. Après l'arrêt, si la pression artérielle est inférieure à 130/80, donc on continue d'observer, on ne doit pas chercher un objectif plus bas pour ne pas créer d'hypoperfusion fœtale. Mais si la pression artérielle est supérieure à 140/80, donc on reprend un traitement antihypertenseur, mais en utilisant les molécules que nous venons de voir qui sont adaptées pour la grossesse. Donc, le seuil d'initiation et de potentialisation du traitement antihypertenseur, c'est bien 140/90. Pour celles qui étaient hypertendues connues,
Et donc, la bétalol, alpha-méthyldopa, nifedipine à libération prolongée. Donc, premier trimestre, pas de bloqueur du système rénine, angiotensine, aldostérone. Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'une hypertension artérielle gestationnelle, donc qui apparaît pendant la grossesse, le seuil d'initiation, c'est 140-90. Et donc, il ne faut pas chercher à réduire la pression artérielle diastolique en dessous de 80 mm de mercure. Et ce sont les mêmes médicaments qui sont recommandés. En cas de complication, donc en cas de prééclampsie, si cette prééclampsie survient au-delà de 37 semaines, il faut hospitaliser et surveiller la patiente. Il faut contrôler l'hypertension artérielle par les différentes molécules qu'on connaît et il faut procéder rapidement à l'accouchement. À 37 semaines d'aménorrhée, il faut procéder à l'accouchement. Et lorsque cette prééclampsie survient avant 37 semaines, donc lorsque les femmes sont cliniquement stables, on peut les prendre en charge en ambulatoire et pouvoir indiquer l'accouchement lorsque l'hypertension artérielle reste élevée, malgré un traitement antihypertenseur optimal et lorsque les examens qu'on demande nous laissent suggérer qu'il y a présence de complications maternelles et fœtales. Et donc, le contrôle de l'hypertension artérielle va se faire par l'abétalol, nifedipine à libération prolongée et ou alpha-méthyldopa. Et il faut pouvoir, lorsqu'on hospitalise la patiente, lui adjoindre en plus de ce traitement spécifique une perfusion de magnésium avant l'accouchement et même poursuivre cette perfusion de magnésium pour les 24 heures postpartum. Donc, procéder donc à l'accouchement. En cas d'hypertension artérielle sévère, donc de grade 2, il faut hospitaliser obligatoirement la patiente pour permettre une réduction progressive de la pression artérielle, pour qu'on puisse arriver en dessous de 160 et il faut exclure la prééclampsie. Donc, il faut la surveiller avec une surveillance cardiotocographique. Et puis, il faut choisir la voie d'administration parentérale, donc des molécules antihypertensives, nifedipine, labétalol et parfois uradipine. Et il faut abaisser la pression artérielle à la cible. Voilà. Et donc, en cas d'œdème pulmonaire, on va ajouter un dérivé nitré qui va être administré par voie parentérale aussi. Chez les femmes qui vivent en zone rurale où on n'a pas forcément de seringue électrique pour administrer le dérivé nitré, on peut donner 10 mg de nifedipine à courte durée d'action par voie orale. Et puis, mais il ne faut pas mettre par voie sublinguale la nifedipine. C'est vraiment contre-indiqué même si on n'a pas accès aux seringues électriques. Et puis, toujours la perfusion de magnésium pour le traitement des crises éclamptiques. Qu'en est-il après l'accouchement? Donc, normalement, chez celles qui avaient l'hypertension artérielle gravidique ou la prééclampsie, les chiffres de pression artérielle se normalisent dans les 6 semaines. Et donc, chez celles qui étaient normotendus, on peut observer une élévation de la pression artérielle au cours du premier jour et ça peut être dû à l'utilisation des médicaments aussi pour favoriser la contraction utérine, notamment l'ocytocine. Ça peut être dû aux transfusions sanguines et puis donc à un apport hydrique excessif. Mais après, tout ça rentre dans l'ordre. Donc, les femmes qui souffrent d'hypertension artérielle préexistante, donc hypertension artérielle chronique ou de prééclampsie surajoutée, elles gardent des valeurs de pression artérielle élevées au-delà de 6 semaines. Et donc, tous les agents antihypertenseurs utilisés pendant la grossesse peuvent être utilisés pendant cette période pour contrôler la tension artérielle. Mais on peut utiliser également des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone pour les patientes qui avaient des comorbidités cardio-rénales à cause de leur propriété organoprotectrice. Et donc, attention à l'utilisation de l'alpha-méthyldopa qui peut créer donc des dépressions dans le postpartum. Donc, les molécules qu'on peut utiliser, on peut utiliser les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On peut utiliser le labétalol, que j'ai mis 2 fois. On peut utiliser la nifedipine,
verapamil, la phalméthyldopa. Mais on ne peut pas utiliser l'athénolol pendant l'allaitement et on ne peut pas utiliser les ARA2. Et donc, là, je vous montre un peu un récapitulatif des recommandations de tout ce qu'on vient de dire. Donc, chez les patientes qui auraient été identifiées comme à risque élevé de prééclampsie ou à risque modéré de prééclampsie, il faut leur proposer 100 à 150 mg d'aspirine par jour au coucher. Donc, et il faut le faire de préférence avant 16 semaines et idéalement entre 11 et 14 semaines jusqu'à 36 semaines de gestation. Donc, celles qui sont à risque de prééclampsie, on leur prescrit de l'aspirine, mais il faut l'arrêter à la 36e semaine de gestation. Et après, concernant la contraception chez ces femmes qui étaient hypertendues et qui ont pu mener à terme leur grossesse, il faut leur proposer des pilules estrogènes microdosées. Microdosées chez celles donc, qui étaient normotendues sans complications cardiovasculaires, qui ont une hypertension artérielle de grade 1 ou une hypertension artérielle contrôlée. Mais celles qui ont des grades d'hypertension artérielle plus élevés, qui ont une hypertension artérielle non contrôlée, ou qui a des antécédents ou des risques de maladies cardiovasculaires, il ne faut pas donner de pilules à base d'œstrogène. Il faut utiliser d'autres formes de contraception chez ces femmes-là. Donc, ça peut être des dispositifs intra-utérins, par exemple. Et puis, parce que lorsqu'on arrête les pilules œstroprogestatives, ça peut aider à contrôler le niveau de pression artérielle. Voilà. Et donc, ces contraceptifs aussi œstroprogestatifs ne sont pas recommandés chez les femmes qui fument et qui sont âgées de plus de 35 ans. Et chez les femmes préménopausées également, voilà, l'utilisation d'estrogène avec une pilule contraceptive orale augmente la tension artérielle. Donc, même si elle est après son accouchement et passe en préménopause, attention au choix de type de contraceptif. Donc, nous sommes au terme